Le quatrième lieu, un balado réalisé par l'équipe du Square de la Grande Bibliothèque, où l'on discute avec des artistes numériques d'ici de leur parcours professionnel et où ils vous donneront des conseils pour vous inspirer, vous, les artistes de demain. Bonjour tout le monde et bienvenue au quatrième lieu, le podcast du Square. Mon nom est Jules-Antoine Demers et je suis technicien en nouvelles technologies. Je m'intéresse tout particulièrement à la bibliothéconomie et à l'inclusion sociale. Quatrième lieu pour moi, c'est une façon de rejoindre les jeunes et de leur présenter une variété d'invités inspirants. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Cécile Andreu. Cécile est assistante de création et gestionnaire de projet au Cirque du Soleil. Elle est aussi artiste multidisciplinaire. Elle vient nous parler de son travail sur le spectacle Drawn to Life, du parcours qui l'a mené là et de sa pratique en tant qu'artiste. Bon épisode. Donc, bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Ça va très bien. Fait que dans le fond, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous parler de ton parcours, tes intérêts, ton travail, qu'est-ce que tu fais? Donc moi c'est Cécile Andreu, j'ai 34 ans et je suis française. Ça fait à peu près 10 ans que je suis arrivée à Montréal, 3 ans que je suis citoyenne canadienne maintenant. J'ai grandi dans un tout petit village en Provence dans le sud de la France. Mes deux parents étaient des artistes peintres et ma mère est aussi une musicienne. J'ai toujours baigné dans le monde des arts depuis que je suis toute petite, mais j'avais jamais vraiment poussé là-dedans plus qu'autre chose en France. J'ai 2 sœurs, dont une sœur jumelle, et je me souviens qu'on créait un petit peu tout le temps avec tout ce qu'on trouvait, que c'était dans la nature ou c'était à la maison, des cartes d'anniversaire, des dessins, des poèmes. Quand j'avais 10 ans, je lisais beaucoup les livres de peinture de mon père. J'ai trouvé des livres sur Matisse, puis j'ai essayé de reproduire un petit peu toutes les peintures que je trouvais. J'ai différents médiums de prédilection. Les deux principaux, c'est la photographie et la peinture. Fait que là, tu dis que toi, ça a toujours été dans ta famille, dans le fond, le fait de... Exact, le fait de créer, oui. Mon père faisait de la peinture à l'huile, ma mère de l'aquarelle, puis moi, je me suis orientée vers l'acrylique, un petit peu un mix entre les deux. Mais oui, ça a toujours été dans la famille. Mes sœurs sont un petit peu moins penchées sur le côté artistique, mais on va dire que j'ai pris le gène et la fibre depuis toute petite. Ah, cool. Puis est-ce que c'était difficile en étant justement dans un plus petit village de pousser un peu cet intérêt-là pour l'art, ou il a fallu que... Là, t'es à Montréal, par exemple, ça-dessus? Ouais, j'ai vraiment accepté cette partie-là de moi et commencé à vraiment créer beaucoup quand je suis arrivée à Montréal. En France, c'était un petit peu plus difficile, on va dire, mon parcours scolaire puis mon parcours professionnel en France. On m'a jamais dit que je pouvais travailler dans le domaine des arts. On m'a jamais dit que c'était un bon choix de carrière ou on vient vraiment d'une petite ville, donc c'était plutôt des métiers classiques où on pouvait s'orienter. À Montréal, ça a été pour moi la boîte de Pandore qui s'est ouverte, puis les possibilités infinies au niveau artistique. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Exact, puis le monde culturel est vraiment plus grand et plus ouvert que de là où je viens en France. Il y a énormément d'expositions, de musées, de théâtre, de cinéma, de choses que j'avais pas accès, auxquelles j'avais pas accès quand j'étais en France. En même temps, est-ce que c'était un désir de vraiment déménager pour changer de pays? J'imagine que la France, culturellement aussi, peut-être pas dans les villages, mais tu sais, si on va à Paris ou, je sais pas, d'autres, à Marseille ou à Lyon, il doit avoir quand même une vie culturelle qui est... Oui, vraiment, mais je savais depuis longtemps que je voulais voir autre chose. Le monde est vaste, j'adore voyager, c'est une grosse partie de ma vie aussi, les voyages. Je sais pas vraiment pourquoi le Canada, pourquoi le Québec et pourquoi Montréal, mais ça m'a appelé, ça m'a attiré. C'est sûr que le fait que ce soit francophone, c'était beaucoup plus facile aussi. Mais c'est ça, c'était pour moi une envie, un besoin plus qu'autre chose de changer de pays et de découvrir d'autres cultures et d'autres façons de vivre aussi. C'est qu'il y avait le désir du voyage en même temps que le désir de travailler dans le milieu de l'art, qui est comme... Exactement. Comme fait que Montréal est un bon choix. Cool. Là, toi, t'as travaillé là en ce moment, c'est quelque chose qui est en pause. Je rappelle qu'on est en contexte de pandémie au moment où on enregistre l'émission. Donc, pour le Cirque du Soleil, t'as été assistante de création et gestionnaire de projet, comme j'ai dit. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton justement du
tu travailles au cirque. Ça fait combien de temps? Tu as travaillé combien de temps au cirque? Alors, j'ai travaillé presque 9 ans au cirque. Pour la petite histoire, quand je suis arrivée à Montréal il y a 10 ans, je ne connaissais absolument pas le Cirque du Soleil. Moi, j'arrivais avec mon diplôme en poche en gestion de projet, gestion d'entreprise. Je savais pas trop par où commencer pour chercher du travail. Je savais pas si je m'orientais vers le milieu des arts parce que je pensais pas avoir le profil de toute façon. Mm-hmm. Je me suis inscrite dans une agence de placement à Montréal au niveau gestion de projet et administration. J'ai passé des tests, puis apparemment, je suis arrivée dans les premières personnes qui ont réussi leur test au niveau de la langue française. Je me souviens plus, mais je pense des logiciels comme Excel, PowerPoint et tout ça. Okay. Et ils m'ont appelé quelques semaines plus tard en me disant que j'avais un contrat d'1 mois pour le Cirque du Soleil. Puis là, je tombais un peu dénue. J'avais jamais entendu parler du Cirque du Soleil en France ou auparavant. Et puis, j'ai failli refuser. C'est vraiment une drôle d'histoire parce que j'avais une autre piste de projet à ce moment-là, professionnelle. Mm-hmm. La personne a insisté à l'agence. Elle m'a dit « Cécile, c'est vraiment un gros client pour nous. Il faut que tu prennes le poste. C'est juste 1 mois. Essaye. Tu vas vraiment aimer ça. » Fait que j'ai pris le poste et au bout de, je pense, 48 heures au cirque, j'ai compris que j'allais tomber en amour avec cette compagnie et que j'allais tout faire pour y rester. Puis d'un contrat d'1 mois, j'y suis finalement restée 9 ans. Avec une chance. Ouais. Pas une chance. Une belle opportunité, ouais. Cool. Puis est-ce qu'il y a ben là, j'imagine, fait que si ça fait 10 ans, tu as dû travailler sur différents projets du Cirque du Soleil. Est-ce que tu peux me parler un peu des projets sur lesquels tu as travaillé? Oui, ben, j'ai travaillé sur différents postes, surtout, et différents départements. Okay. Le cirque, c'est vraiment une grosse compagnie au Québec. Les départements fonctionnent un petit peu comme des différentes structures. Moi, je suis arrivée à l'atelier de costumes. Pendant 3 ans, j'étais à l'atelier de costumes. Au début, j'ai commencé en tant que technicienne en documentation. Ensuite, je suis passée coordonnatrice au développement de matière. Ensuite, gestionnaire de projet au niveau de l'atelier de costumes sur toute la qualité et les processus de qualité à travers l'atelier. Je m'occupais aussi du développement durable pour l'atelier de costumes. Et puis j'ai quitté à un moment donné, je suis partie voyager en Nouvelle-Zélande pendant 7 mois. J'avais besoin d'air, j'étais encore jeune, puis j'avais besoin de voir autre chose. J'ai quitté en 2015 et je suis revenue à Montréal en 2016. Je suis pas retournée au cirque tout de suite. Je suis allée chez Syllab Studio, qui est un studio de doublage et de surimpression vocale au Québec. Okay. C'est aussi une académie de formation pour les comédiens, au métier de la voix. Qui fait que vous faites autant de la production, puis il y a vraiment un volet à part qui est comme une école où on apprend à faire du voice acting en bon français. Exactement. Il y a toute une partie académie pour les comédiens québécois et une partie production pour les milieux de la publicité ou du jeu vidéo. Okay. Moi, j'étais gestionnaire de projet chez Syllab et ça a été un nouvel environnement. Je connaissais pas du tout les métiers de la voix, je connaissais pas du tout non plus le milieu du cinéma ou le milieu des acteurs. J'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience aussi, mais je m'ennuyais beaucoup du Cirque du Soleil. Et dans les 2 cas, si je comprends bien, dès le début, t'étais pas une passionnée de cirque, puis tu t'es dit, OK, je veux travailler au cirque, ou je suis passionnée je suis actrice, fait que je vais aller dans un truc. Fait que c'est comme un peu par hasard, puis t'as découvert des trucs que t'aimais. C'est un milieu que j'ai découvert par hasard. Je me souviens par contre quand j'étais petite, peut-être vers 7-8 ans, je regardais des spectacles de cirque à la télé ou j'allais voir des spectacles de cirque dans la ville qui passaient. Et je me souviens avoir dit à ma mère un jour, quand je serai grande, je serai trapéziste à New York. Je sais pas pourquoi, j'avais ça en tête. Et puis des années plus tard, je me suis rendu compte que finalement je travaillais dans le plus gros cirque du monde à Montréal. C'est comme un petit peu à côté, mais t'es quand même dans... Fait qu'on n'est pas à New York, mais on n'est pas loin. Exact. T'es pas nécessairement trapéziste, mais tu connais peut-être des trapézistes. Exactement. Cool. Fait que là, tu parlais un peu des différents rôles que tu as occupés. En particulier, le truc des costumes, par rapport aux costumes. Ici, on est un Fab Lab. Moi, je trouve ça intéressant quand tu parles de développement durable... dans l'art de la scène, moi, je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, de réfléchir à ces questions-là quand on fait On essayait de trouver des solutions pour éviter, pour en tout cas limiter les pertes de matière. C'est vraiment énormément de matière qu'on utilise au Cirque du Soleil pour les costumes. On essayait de trouver des moyens pour recycler les matières en prenant en compte la propriété intellectuelle du cirque. On ne pouvait pas uniquement donner des matières qui ont été transformées au cirque, puisqu'on s'occupait de toute la transformation d'un tissu, par exemple.
Donc on a essayé de trouver des solutions. On a mis en place un projet pour travailler avec une entreprise montréalaise qui emploie des personnes à déficience intellectuelle et mobile, qui allait transformer les matières à propriété intellectuelle et les découper, etc., pour qu'ils ne soient plus reconnaissables, mais les utiliser pour faire des torchons de cuisine ou des choses comme ça à un moment donné. Parce que l'important derrière la propriété intellectuelle, c'est quoi? C'est dans le fond, c'est que si un créateur fait un costume, par exemple, pour pas qu'il puisse être réutilisé? Ou... Exactement. Donc, comme je te disais, tout est créé au Cirque du Soleil, c'est-à-dire que on reçoit un tissu bleu, par exemple, ou même un tissu blanc, une matière sans couleur. On va le teindre, on va lui faire un pattern, une sérigraphie, du sublimage. Enfin, c'est beaucoup de différentes étapes en fonction du créateur, de ses désirs pour le costume en particulier. Okay. Donc, ce tissu-là, qui se retrouve sur scène tous les soirs devant des milliers de personnes, ne peut pas être retrouvé sur un autre t-shirt ou peu importe, ou être utilisé ailleurs. Ça veut juste que dans la matière, il y a une propriété intellectuelle. Exactement. Ah, c'est fou ça, dans le fond. Puis là, toi aussi, tu le disais, dans les costumes, tu te penchais sur justement la création de matière. Ça, c'est quoi? C'est par exemple, j'imagine, est-ce que vous faites de l'innovation en fonction des... Je sais pas moi, justement, un trapéziste ou quelqu'un qui fait, certaines, des acrobaties particulières, qui a besoin d'un tissu qui est particulier. Est-ce que vous en faites un peu de l'innovation à ce niveau-là, à essayer de... Il faut penser à ça, j'imagine, quand par exemple un athlète... Oui, tout est testé et travaillé de toute façon avec les artistes. Le volet numéro 1, c'est la sécurité de l'artiste. Donc un trapéziste, par exemple, comme tu prends cet exemple-là, n'a pas la même qualité de matière ou la même sorte de matière qu'un jongleur ou quelqu'un qui ne va pas être attaché à un appareil acrobatique. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'est de savoir est-ce que toi tu participais justement à créer de la matière pour les besoins particuliers des athlètes? Non, il y a des spécialistes. On a des spécialistes matière au Cirque du Soleil, des acheteurs spécialisés aussi dans certaines matières. On travaille avec un bon nombre de compagnies à travers le monde. Mais il y a des matières, oui, qui sont définitivement poussées, modifiées, des fibres, etc., pour pouvoir fitter les besoins de nos artistes. Mm-hmm. Cool. Là, tu nous as parlé un peu des différents rôles que tu as occupés. À part les costumes, il y en avait-tu d'autres? Là, on a comme le pitch créatif, casting, audition. Là, c'est un petit peu plus loin dans mon parcours au cirque. Quand je suis revenue en 2016, comme je te disais, après Syllab, je suis retournée au cirque. Je me suis ennuyée du cirque. Je suis revenue en tant que coordonnatrice projet au business management dans le bureau du président. Okay. Là, je travaillais avec les directeurs sur la vision, donc c'était en 2016, sur la vision du cirque en 2020 et sur les opportunités qu'on pourrait avoir. Malheureusement, on n'avait pas vu, en travaillant là-dessus, on n'avait pas vu que potentiellement on allait avoir une pandémie mondiale et que le cirque ne serait plus ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'avaient. Non. Après ça, je suis passée par l'équipe talent. Donc, je m'occupais de tout ce qui était formation, conférences d'inspiration pour les employés, événements à l'interne pour tous les employés pendant quelques mois. C'est plus comme ressources humaines, un peu plus ouais. Exact, tout l'aspect ressources humaines. Mais mon but était vraiment d'aller en création de spectacle. On m'a dit, même souvent à l'interne, Cécile, tu n'as pas le profil, tu n'as pas étudié en théâtre, tu n'as pas le background, tu n'arriveras pas à aller en création. C'est vraiment un domaine trop spécifique pour le cirque. Un jour, j'ai vu qu'un poste à l'interne était sorti en tant qu'assistante de création. Il cherchait quelqu'un. Et puis, je me suis dit, je suis un peu têtue, je me suis dit, coûte que coûte, je vais essayer d'y aller et puis on verra bien. En tout cas, je vais essayer de rencontrer le directeur de création et avoir un café avec lui pour savoir quelles sont ses attentes au niveau de cette position-là. Mm-hmm. Et puis, c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré Fabrice Becker, donc, qui était mon directeur de création sur le projet Drawn to Life. Et puis, ça a été un coup de cœur professionnel. On a discuté pendant plus d'1 heure et même si j'avais pas le background, il était vraiment intéressé à ce qu'on travaille ensemble. Fait que là, c'était juste le côté humain, dans le fond. De rencontrer un autre humain avec une connexion. Puis... Mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de travail, hein, des fois. Parce que là, ce que je vois, c'est que ton parcours ne t'amenait pas nécessairement au poste que tu as eu récemment, mais comme tu disais, c'était de saisir des opportunités puis essayer des trucs pour se ramasser finalement. Exact, mais si j'avais pas eu l'expérience que j'avais en gestion de projet, par exemple,
je pense que j'aurais pas pu faire ce poste parce que oui, c'était un poste en création, mais oui, c'était beaucoup de gestion aussi et jongler avec plein de projets différents. Quand on fait une création, c'est au moins 12 aspects d'un spectacle à gérer à droite, à gauche. C'était vraiment une force pour moi d'avoir ce parcours-là dans cette position-là. Je sais que tu as travaillé sur le plus récent spectacle sur lequel tu travaillais, c'était Drawn to Life. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce spectacle-là, de ce projet-là? Drawn to Life, c'est un projet en partenariat avec Walt Disney, Imagineering. C'est un projet pour remplacer un de nos spectacles qu'on avait à Orlando depuis presque 20 ans, qui s'appelait L'Anuba, qui était un très beau spectacle du Cirque du Soleil, mais après 20 ans, qui s'est arrêté. Le mandat, c'était de remplacer, il voulait toujours travailler avec le Cirque du Soleil pour ce spectacle-là, dans Disney Spring. Le mandat était d'intégrer la propriété intellectuelle de Disney dans ce nouveau spectacle. Michel Laprise, le metteur en scène, et Fabrice Becker, le directeur de création, ont trouvé une approche que je trouve vraiment intelligente et géniale pour intégrer cette pays. L'approche est de rendre hommage à l'art de l'animation. Donc c'est un petit peu l'histoire d'une jeune fille dont le père était animateur chez Disney et qui fouille dans les affaires de son père parce que son père est décédé quelque temps auparavant et qui va se retrouver plongée dans le monde de l'animation de son père sur son bureau, sa table d'animation. Et tout son parcours, elle va retrouver les personnages avec lesquels elle a grandi, les personnages que son papa lui dessinait quand elle était petite, sous différents aspects. C'est vraiment un bel hommage à l'art de l'animation sous toutes ses formes. Bon, fait que là, il y a l'art du cirque, il y a les arts de l'animation. C'est deux géants dans le milieu. Bon, Disney, on le sait, Cirque du Soleil, c'est un autre géant. Ben, c'est comment travailler justement pour une entreprise, pour un projet d'aussi grosse envergure, puis aussi pour une entreprise internationale, comme deux entreprises internationales qui se rencontrent. Est-ce que c'était compliqué de... C'était un petit peu un projet magique pour moi, il y a un peu un rêve. J'ai grandi dans les années 90, donc avec tous les films de Disney. Ouais. Puis aujourd'hui, d'avoir la chance de travailler non seulement avec la compagnie en tant que telle, Walt Disney, mais aussi des animateurs qui ont dessiné mes personnages préférés quand j'étais petite. C'était assez fou. Des fois, on prenait des step back, même avec l'équipe de création, puis on se disait « Waouh, on est tellement chanceux de vivre ça, tellement chanceux de rentrer dans cet univers-là qui est si peu connu finalement dans le monde de l'animation. » C'est vraiment un très très beau projet. Puis les deux équipes sont des deux côtés des compagnies, c'est des équipes très créatives, très ouvertes, très humaines. C'était absolument génial de travailler avec eux. Puis Disney, en plus, c'est dur à accéder, j'ai l'impression, à... Tu sais, justement, on parle de propriété intellectuelle, avoir accès à, je pense, ces dessins-là, peut-être, puis à cette création-là qui est parfois assez restrictif par rapport à... Oui, vraiment. Puis là, qui a donné l'accès au Cirque du Soleil, ça doit être très cool de pouvoir jouer là-dedans, j'imagine. C'était très, très chouette. Toujours en respectant leur propriété intellectuelle, bien sûr. Ouais. Puis on avait, des équipes de légal, etc. Mais c'était fabuleux de voir des choses qui ne sont jamais sorties ou qui n'ont pas forcément été données, qui n'ont pas eu... My God! C'était fabuleux de voir des choses qui n'ont jamais été vues par d'autres yeux auparavant à l'externe. C'était assez fou, oui. Ouais, non, c'est très cool. Puis, dans le fond, là, tu disais que tu étais à Orlando, tu as travaillé longtemps pour le Cirque du Soleil. Comme on a dit, c'est un cirque qui est international, donc il y a des cirques, il y a des spectacles partout, à Las Vegas, etc. Est-ce que c'est un emploi qui t'a apporté à voyager? Tu disais que le voyage était important pour toi. Est-ce que dans ton emploi, tu as eu à beaucoup voyager avec le cirque? Pas tant. J'aurais pu... Pendant longtemps, je voulais partir en tournée. Je ne l'ai jamais fait sur un poste en position de tournée. C'est quelque chose que je regrette un petit peu parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait de la tournée avec le cirque, puis absolument fantastique, une expérience de vie. Moi, dans mon poste, pendant 4 ans, on était en création et production à Montréal, donc on n'avait pas besoin de voyager forcément. Par contre, les 3 derniers mois, on était à Orlando pour les répétitions du spectacle sur scène. Mais là, quand on dit tournée, je m'intéresse à... Tu
sais, c'est des cirques à gros déploiement. Est-ce que ça dépend des spectacles? Est-ce que tous les spectacles, c'est des gros déploiements? Ou parce que déménager de ville en ville avec... c'est toute une organisation. On a beaucoup de spectacles de tournée, beaucoup de spectacles fixes. Pour les spectacles de tournée, oui, mais c'est rodé. Le Cirque du Soleil à 34 ans, ça fait 34 ans. On a commencé avec des spectacles en chapiteau. C'est une grosse logistique. C'est beaucoup de camions, beaucoup de personnes qui travaillent sur chacune des tournées, mais c'est des familles entières. Puis c'est pas la charrette avec, avec les chevaux qui arrivent dans la ville, qui est comme oyez, on a un cirque. Non, ok, ouais. Bon, là, comme on disait, c'est un mélange entre, il y a Disney, les arts de l'animation, mais on a le Cirque du Soleil, donc on a de la danse, des chorégraphies, les costumes, etc. Comment on jongle avec tout ça pour faire un spectacle qui devient cohérent? On s'entoure des meilleurs concepteurs, chacun dans leur domaine. Donc, une équipe de création, oui, c'est un metteur en scène et un directeur de création, mais c'est aussi une dizaine ou une douzaine de concepteurs qui font partie de l'équipe. Que ce soit au niveau des costumes, de la musique, du maquillage, de la scénographie, de l'acrobatie ou des équipements acrobatiques, peu importe, c'est assez vaste, mais tous les domaines et chaque aspects du spectacle sont imaginés par des designers du monde entier qui sont des experts en la matière. OK. Fait que, est-ce qu'on pourrait dire, là j'ai pas vu le spectacle, mais est-ce que le côté animation, dessin se retrouve par exemple dans les costumes? Et si oui, comment on fait ça par exemple? Eh bien, on a un des meilleurs costume designers sur la planète. Je peux pas vraiment t'en dire plus aujourd'hui. Malheureusement, le spectacle n'a pas encore ouvert. Mais oui, tous les concepteurs ont aussi plongé dans le monde de l'animation, c'est certain. Ça doit être super intéressant. Tu sais, les mouvements. Tu sais, j'imagine quand on fait de la danse ou on fait une chorégraphie, quand on regarde un film animé par Disney, parce qu'il y a différents types d'animation, il y a une façon de bouger des personnages. Puis là, je me demandais, est-ce qu'on retrouve ça dans justement essayer d'avoir cette cohérence-là entre les mouvements, mais aussi le mouvement comme dans un film d'animation. C'est de très bonnes questions, mais dans l'équipe de concepteurs, on a aussi des chorégraphes qui s'occupent de toute la partie mouvement. Et puis pour s'assurer ensemble qu'on avance tous dans la même direction, on avait beaucoup de semaines de création. C'est des semaines complètes où on amène nos designers du monde entier à Montréal. On s'assoit autour de la table tous ensemble pendant une semaine et on s'assure qu'on avance au même endroit et dans le bon rythme. Puis de façon cohérente, parce que tout le visuel et le mouvement, j'imagine, se répondent avec la musique et tout. Ça a l'air d'un super spectacle, d'ailleurs. Fait qu'il n'a pas été... il n'est pas encore ouvert, on attend. Il est produit, mais il n'a pas été présenté face à un public, par exemple? Non, malheureusement, la pandémie nous a coupé un petit peu. Combien de temps avant? Je suis curieux. 4 jours avant la soft. J'imagine tout, tu sais, comme le build-up. Le hype qui monte, puis le 4 jours. Je suis désolé, mais bon. C'est correct, on va revenir. De toute façon, le projet est encore là. Bien sûr, c'est sûr. Ça va être un très très beau projet. On a hâte de pouvoir l'ouvrir à un moment donné. Ça va être exclusivement à Orlando, j'imagine? Oui, c'est un spectacle fixe à Orlando. Il faudra aller à Disney Spring pour pouvoir le voir. OK, peut-être quelque chose à considérer quand tout ça va être fini. Oui, fait que là, l'autre question que je m'intéressais, c'est un spectacle pour enfants. Ou pour toute la famille, j'imagine, parce que comme on dit, on a grandi dans les années 90, nous aussi. On sait c'est quoi les animations de Disney, fait que ça vient chercher l'enfant en nous. Mais, dans une perspective de co-création, est-ce que vous avez des enfants dans l'équipe qui vous aident à créer le spectacle? C'était une question que je me posais. Alors, absolument. Déjà, je pense que les gens qui sont les plus créatifs dans la vie sont ceux qui n'ont jamais cessé d'être des enfants. C'est des gens qui sont souvent très curieux, qui essayent, qui testent de nouvelles choses, qui posent beaucoup de questions et qui s'émerveillent pour beaucoup de choses. Ensuite, bien sûr, on est allé chercher l'avis des enfants. On a fait des focus group à différentes étapes du processus de création avec des enfants de différentes tranches d'âge parce que ce spectacle-là, c'est avant tout un spectacle familial et il faut qu'il soit compris autant au niveau des tout petits que des adultes et que ça vienne toucher et chercher une émotion dans toutes les personnes qui vont le regarder. Donc oui, on a fait des focus group avec des enfants et c'était absolument génial comme expérience d'avoir leur retour. Ouais. Parfait. Puis là, on va passer, on va faire un petit retour en arrière puis parler un peu de tes études. Fait que là, on sait que tu as travaillé pour le cirque, c'est un super projet sur lequel tu as travaillé dernièrement. Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais vite fait, ton parcours académique, puis là,
peut-être en lien avec le poste que tu as occupé ou pas? Que justement, c'est quoi ton parcours académique? Absolument pas. C'est un parcours vraiment, vraiment particulier. Comme je te disais, dans la petite ville d'où je viens, il n'y avait pas d'option pour travailler dans le milieu des arts. J'avais aucune idée des métiers artistiques. Fait qu'on avait des conseillères d'orientation quand même, mais elles nous dirigeaient un petit peu tous vers le même endroit. J'avais l'impression des métiers un petit peu plus classiques, des métiers un peu plus manuels, et je me retrouvais pas du tout dans tous ces métiers-là. Plus sûr, entre guillemets, aussi. Là, exactement. J'étais un peu perdue avant mes 20 ans. J'ai essayé d'étudier en tourisme parce que j'adorais voyager, mais je me suis rendu compte qu'adorer voyager et préparer des voyages pour les gens, c'était pas du tout la même affaire. Finalement, je me suis orientée en cosmétique. Des fois, je me pose encore la question pourquoi, mais je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus dans ce milieu-là, c'était le body painting et faire de la peinture sur le corps. Ouais, alors, c'était un bon moyen pour moi quand même de me rapprocher de cet univers. Ensuite, j'ai travaillé pendant quelques années, 3 ans en parfumerie. J'aimais pas du tout l'esthétique, mais j'étais une papier vendeuse. Alors, j'aimais ce côté-là humain avec les gens, partager avec eux, etc. Et puis, j'ai remplacé ma directrice pendant son congé maternité. Moi, j'étais encore jeune, j'avais 22 ans. Elle m'a demandé de prendre la responsabilité de la boutique, ce que j'ai fait. Mais je gérais des adultes qui avaient le double de mon âge. C'était assez difficile, mais ça a été une belle expérience. C'est ensuite que j'ai décidé de reprendre des études en gestion, justement d'entreprise, en gestion de projet, parce que je me suis rendu compte que tout ce côté-là, tout ce qui était gestion m'appelait beaucoup et m'intéressait vraiment beaucoup. Puis en même temps, je me dis, gestion de projet, tu peux faire de tout. Hein, exactement. Tu peux faire de la gestion de projet pour n'importe quelle industrie. Une entreprise de yogourt, comme tu peux faire de la gestion de projet pour des trucs dans le milieu culturel, artistique. Exact. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, donc, je suis repartie aux études. Quand j'ai terminé, je suis arrivée à Montréal. Puis la suite, tu la connais déjà. Puis là, t'es aux études en ce moment. Oui. C'est arrivé, comment t'as décidé ça? J'imagine que... Mais comment c'est arrivé la décision de... Avec la pandémie, le cirque forcément est en arrêt. Ça a été un moment assez difficile parce que j'étais finalement arrivée où j'avais vraiment envie d'être depuis tant d'années. Je savais qu'il y avait une partie de moi qui avait quand même envie de pousser au niveau du design graphique. C'est quelque chose qui m'appelait beaucoup parce que ça reste de l'art visuel pour moi. On est encore dans l'image. Exact. Assisté par ordinateur, mettons. Ouais, et puis arriver à créer des visuels qui sont percutants pour passer des messages, c'était quelque chose de très, très intéressant. Alors j'ai décidé de retourner aux études à Montréal. Je suis au collège Salette en ce moment où j'étudie le design graphique et j'aimerais allier ça avec ma passion pour la photographie aussi et faire plus de direction artistique de façon professionnelle. Clairement. Puis est-ce que ça te pousse à vouloir, tu sais, comme là il y a le travail pour le cirque, mais aussi est-ce que tu as des projets plus personnels qui viendraient te chercher, mais par exemple avec le design graphique. En ce moment, l'école, c'est quand même un rythme assez intense, donc j'ai beaucoup de projets pour l'école qui me prennent pas mal de temps. J'ai aussi des projets en dehors, en design graphique que je fais en dehors de l'école, et des projets photographiques aussi avec certains de mes amis ou certains clients que j'ai rencontrés ces derniers mois ou ces dernières années. OK. Est-ce que c'était déjà le cas pendant que tu travaillais au cirque ou c'est vraiment avec la pandémie tu t'es dit, bon, je vais me relancer dans peut-être plus on dit freelancer en français, comment on dit? Entrepreneuriat? Ouais, tu sais, plus un projet d'entrepreneuriat personnel. Quand j'étais au cirque, j'avais pas vraiment le temps de faire des projets professionnels on the side, mais depuis la pandémie, je me suis lancée un petit peu plus sérieusement là-dedans, surtout au niveau de la photographie, oui. OK. Puis as-tu des projets? Ça marche-tu quand même un peu? C'est aussi c'est sur pause? Non, c'est quand même assez correct. Tant qu'on respecte les distanciations, qu'on a des masques, etc., ça reste possible. On peut encore faire de la photo. Un petit peu, ouais. Ouais, c'est pas comme de la vidéo, par exemple. Là, c'est peut-être plus compliqué. Ouais, il y a personne qui bouge vraiment. Tu as une distance entre le photographe et le modèle, donc... Fait que là, bon, t'as dit que t'étais une artiste multidisciplinaire, on en a parlé, tes dadas c'était la photo, la peinture, puis le graphisme embarque dans tout ça. Y a-t-il d'autres choses? Tu disais, par exemple, tes parents ils sont musiciens, est-ce que tu fais de la musique un peu ou... Alors ou moi, ça en fait déjà beaucoup, j'imagine.
Moi, je suis une personne qui touche à tout et j'excelle en rien. Pendant longtemps, j'ai eu un peu de mal avec cette idée-là parce que je serais jamais une virtuose du piano ou une virtuose de peu importe d'un médium en particulier. Mais j'ai fait la paix avec cette idée-là parce que finalement, je puise un peu ma force dans tout le côté multidisciplinaire de mes passions. Alors, en plus de la photographie, je fais de la peinture, je fais aussi beaucoup de sculpture, je vais toucher à la vidéo, je fais de la musique, j'ai une dizaine d'instruments à la maison, j'essaye un petit peu tout. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse pas au niveau artistique. Fait que l'idée, c'est de pas se mettre de limites aussi, puis... Non, essaye tout, touche à tout, puis de toute façon, ça va t'apporter, c'est comme au niveau de la carrière professionnelle, peu importe le médium, ça va t'apporter pour un autre médium ou une autre opportunité artistique. Par exemple, il n'y aurait pas de photographie aujourd'hui s'il n'y avait pas de peinture. Beaucoup de choses qui sont liées les unes avec les autres de toute façon. Ouais, puis tu sais, ce que je trouve intéressant aussi, comme tu dis, c'est de ne pas être nécessairement spécialiste dans une chose. Parce que je pense qu'on associe ça aussi beaucoup à l'art. Tu sais, l'artiste, c'est quelqu'un qui est vraiment... je sais pas, un peintre, puis il est vraiment un musicien, puis il excelle là-dedans, mais en même temps, si tu veux faire une carrière, c'est bon d'avoir, tu sais, de pas être expert dans tout, mais d'être un peu touche à tout, justement, puis... Ouais. Exactement, je pense que ça ouvre l'esprit, ça ouvre les possibilités, différentes techniques et pratiques, et tu sais pas si tu fais de la sculpture, et peut-être que demain, sur glaise, peut-être que demain, ça va t'ouvrir des portes à comprendre la menuiserie. Tout est lié en permanence. Alors, j'inviterais vraiment les gens qui savent pas trop quoi faire ou comment le faire, ou qui ont du fun à créer quelque chose, mais qui n'osent pas s'orienter vers un autre médium, essayez. Parce que de toute façon, c'est ce qui vous enrichira le plus au niveau artistique, définitivement. Puis ce que je trouve, tu sais aussi, ce que je trouve encourageant aussi, c'est que t'as pas besoin d'être super bon en dessin non plus pour peut-être avoir un emploi où le dessin va faire partie de ton quotidien. Exact. Et puis quand on a besoin de domaines d'expertise, on va chercher les bonnes personnes. Comme en design graphique, par exemple, on n'est pas des illustrateurs, mais le jour où on a besoin d'une belle illustration, on va aller chercher un illustrateur. Exact. C'est aussi savoir aller chercher les bonnes personnes au bon moment pour réaliser un projet. Mais ça, c'est dans le métier dans le travail de gestionnaire de projet, j'imagine. D'aller chercher des expertises, oui. De s'entourer des bonnes personnes. Fait que là, comme je disais, là, tu l'as dit un peu tantôt, mais est-ce qu'il y a des pratiques entre la photo, peinture graphique, j'imagine, qui s'entrecroisent? Évidemment, oui. Oui, je croise beaucoup, surtout la peinture et la photographie. Ces derniers temps, j'ai même commencé à scanner mes toiles. Donc, je fais des toiles avec l'acrylique ou différents médiums. Je les scanne, je les mets sur mon ordinateur, puis à travers des logiciels, je viens y intégrer des parties de mes photographies. Okay. Et que ça fait un petit peu des toiles, des peintures digitales, mais réelles. J'aime bien l'idée d'avoir une peinture digitale, mais qui a été réellement faite à la main. J'explore tout le temps, je m'amuse, je mélange, puis des fois j'aime le résultat, des fois pas du tout, mais c'est cool. C'est pas... c'est ça, c'est d'expérimenter. Exactement. Ça donne pas toujours des chefs-d'œuvre, mais au moins, on peut quand même apprendre à travers ça. Est-ce que c'est des pratiques qui sont valorisées justement dans le travail que tu as eu à faire? Est-ce que tu en as fait justement des... J'ai jamais fait de peinture pour mon travail, de choses comme ça, mais oui, définitivement. Je pense que c'est mon côté touche à tout qui a été vraiment valorisé dans mon travail, surtout en création. Mon boss, il m'appelait parfois le couteau suisse. J'avais toujours 2 coups d'avance, je sortais toujours des petites techniques à droite, à gauche, et en contrepartie, lui, il m'aidait à grandir là-dedans, et quand je demandais à faire des formations pour être un peu plus spécialisée, par exemple sur Photoshop ou certains logiciels, il validait ça à 2000%, et ça me permettait à moi d'acquérir encore plus de compétences à travers mon travail. Fait que c'est est-ce qu'à part à travers le travail puis les formations, y a-t-il d'autres façons dont tu te formais par toi-même? Est-ce que tu as des plateformes de prédilection justement pour apprendre? Si par exemple, moi, je me dis, je trouve ça intéressant, j'aimerais ça aussi peut-être par où je commence pour me former sur différents... Avec l'Internet, c'est assez illimité, les plateformes de formation qu'il y a. Il y a beaucoup de formations qui sont gratuites, il y a beaucoup d'informations plus ou moins bonnes. Je pense qu'il faut toujours chercher plusieurs sources pour avoir la bonne information, mais oui,
Google est ton ami. Ouais. Commence à regarder un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche. Il y a des plateformes que je me sers beaucoup au niveau de l'inspiration, comme Instagram, où on peut suivre beaucoup d'artistes plus ou moins connus, des galeries à travers le monde. Ça, pour garder une inspiration, c'est primordial. Est-ce qu'il y en a justement, tu sais, là on parle d'artistes par exemple, là j'imagine que tu parles d'art visuel, mais est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent, qui peuvent même venir de d'autres milieux? Ça peut être une chanteuse, un chanteur qui... Mon Dieu, il faudrait à peu près 2 jours pour passer à travers tous les artistes qui m'inspirent. Il y en a énormément et dans différents domaines. Si je pense rapidement à un artiste, je te dirais la dernière exposition que j'ai vue date de cet été à cause de la pandémie, mais c'est une exposition de Raphaël Lozano Emer. Qui est un artiste multidisciplinaire aussi. Et j'ai adoré sa façon d'utiliser la technologie et le corps humain du visiteur pour passer des émotions. Si tu connais pas son travail, je t'invite à aller le regarder. C'est assez impressionnant. Puis je me demande, est-ce que c'est des trucs qui vont... Fait qu'à part ta pratique, est-ce que c'est des trucs aussi dans les arts du spectacle aussi qui peuvent venir t'inspirer dans ton travail? Oui, quand on travaille en création, on a besoin de garder une vigie à travers le monde, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait. Ça bouge très très vite tout le temps. Les gens sont hyper créatifs à travers la planète. Donc non seulement à Montréal, aussi parce que j'adorais ça, mais aussi pour mon travail, je passais mon temps dans les salles de spectacle. Que ce soit des grosses salles ou que ce soit des toutes petites salles. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui l'est pas, des fois je suis allée voir des spectacles que j'ai détestés, mais j'avais besoin de me sortir aussi de ma zone de confort et de comprendre d'autres visions que j'avais pas forcément. Je dirais, quand ça sera possible d'y retourner, je dirais ce qui fait le plus grandir et ce qui fait qu'on a une ouverture d'esprit au niveau de la création, c'est vraiment d'aller voir ce qui se fait partout, tout le temps, à travers la planète et dans les villes où, peu importe où on est, c'est très important de garder une vigie là-dessus. Tu sais, j'imagine que c'est fait de façon formelle avec les Cirques du Soleil, dans le sens où vous pas aviez toujours. Non, des fois c'était de ton... Des fois on était invités. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de spectacles avec Fabrice qui était mon directeur de création et parce qu'on est tous les deux passionnés, ça pouvait être des concerts aussi de musique ou peu importe de tout ce qui se faisait au niveau du spectacle. Avec la connexion, on se faisait aussi en dehors du travail. Oui, c'est devenu un ami aujourd'hui. Oui. C'est vraiment des belles connexions, des belles rencontres humaines que j'ai fait au cirque. Donc, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à nos auditrices, à nos auditeurs, pour ceux qui voudraient, par exemple, travailler dans... Ça l'intéresserait, peut-être pas nécessairement le cirque en particulier, mais les arts du spectacle, je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Oui, le premier conseil que je donnerais, c'est d'aller rencontrer des gens qui font potentiellement la job que vous avez envie de faire, ou pas. De prendre votre courage à deux mains et d'aller écrire ou trouver le nom des personnes et de leur dire j'aimerais être directeur technique. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton day-to-day? Allez les rencontrer et allez rencontrer leurs collègues aussi qui travaillent avec eux en production ou des artistes tout simplement. Les gens sont très ouverts dans ce milieu-là. Il n'y a personne qui va refuser de parler de son travail. Ça va leur faire un grand plaisir. C'est ce que j'ai fait au début avant d'aller en création. Je suis allée rencontrer des assistantes de création, des assistantes de production et j'ai essayé de comprendre quelle est votre réalité, en quoi consiste votre job, puis comment se positionner dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment mon premier conseil que je dirais. Allez voir ce qui se passe dans une salle de spectacle, puis comment ça fonctionne, puis quelle position vous aimeriez potentiellement avoir. Parce que le choix de position, comme tu disais, c'est que sur un spectacle à grand déploiement, tu as de tout. Oui, même sur les petits spectacles. Il y a une équipe de création, mais il y a aussi une équipe de production derrière qui vont gérer plus tout ce qui est au niveau du budget, etc., et de la réalisation. Et il y a aussi des équipes techniques qui sont absolument fantastiques. Puis il y a plein de métiers dans la technique de scène qui est absolument génial et qui s'entrecroisent entre le monde du théâtre et le monde du cinéma. C'est des beaux domaines aussi pour grandir. On parle de quoi, par exemple? L'éclairage? Ça peut être éclairage. J'ai des amis qui sont accessoiristes dans le milieu du cinéma et du théâtre qui s'éclatent tous les jours dans leur domaine. Ça peut être les costumes, ça peut être technique de scène, de son, lumière, peu importe. Il y a vraiment beaucoup de carrières. Exactement. Fait que là, on a parlé un peu de ton parcours et où t'en es. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais fait différemment? Là, de ton point de vue aujourd'hui, si tu regardes en arrière, est-ce que tu aurais pu prendre des raccourcis ou non? Ça n'aurait pas été possible?
Quand je pense à ta question, ma première réponse, ça serait non, parce que tout le parcours que j'ai eu aujourd'hui m'a permis d'arriver là, en fait. C'est sûr que quand j'y pense, je me dis si j'avais pu faire une école de beaux-arts quand j'étais plus jeune, ça m'aurait peut-être fait gagner du temps. Mais j'aurais peut-être pas aussi eu toute cette expérience en gestion de projet que j'ai aujourd'hui. Donc non, je pense que chaque parcours est particulier, différent, et puis il n'est pas fini. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner encore sur les 20-30 prochaines années, parce que c'est toujours plein de surprises. Je pense qu'il faut juste savoir saisir les opportunités et puis y foncer à un moment donné. Mm-hmm. Pas avoir peur de toucher à tout, je pense. Exactement. Fait que là, oui, on a la chance de te recevoir aujourd'hui au Square, qui est le Fab Lab. Puis bon, j'essaie aussi de faire le lien un peu. Il y a beaucoup de liens, moi, naturellement, qui me viennent en tête, mais j'aimerais ça t'entendre. Tu sais, là, tu as vu un peu les machines, le type de machines qu'on a, le type de projet qu'on peut faire. Y a-tu des liens évidents que tu fais entre ce qu'on offre, puis justement, quelqu'un qui voudrait essayer de faire un projet en lien avec les arts du spectacle? Je pense par exemple au costume. Moi, c'est un lien que je fais. Et, évidemment, y a-tu d'autres choses que tu verrais en Fab Lab qui pourraient se faire? Vous avez beaucoup de matériel, je trouve ça absolument génial. Définitivement, les gens pourraient venir créer des pièces de costumes, créer de l'électronique, créer des t-shirts qui s'allument, je sais pas trop. Il y a vraiment plein d'opportunités. Ce que je trouve très intéressant, ça serait de venir et de partager avec différentes personnalités. Si quelqu'un travaille du bois dans votre laboratoire, d'aller chercher son expertise à lui qui va peut-être apporter quelque chose sur la pièce de costume que tu es en train de créer. Mm-hmm. Mais oui, vous avez une machine de sérigraphie, je pense, que tu m'as montré? Non, on a une découpe vinyle. Ok. Je pensais que tu m'avais parlé de sérigraphie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le couple? Admettons, justement, dans les costumes, est-ce que... J'imagine que c'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est plusieurs expertises ensemble qui vont permettre de créer un costume. C'est pas une personne qui fait tout non plus. C'est pas une personne qui fait tout. Un designer a une idée, il va mettre son idée sur papier et après il va s'entourer bien sûr de spécialistes dans leur domaine. La personne qui fait la teinture, c'est pas la personne qui fait la couture. Il y a vraiment différents domaines d'expertise. Puis, j'imagine aussi que les costumes au Cirque du Soleil, comme on en a parlé un peu tantôt, ça peut être très compliqué, ça peut être très complexe à faire. Oui, ça peut prendre des centaines d'heures pour une pièce de costume. Ouais, c'est quand même impressionnant. Ben, j'en ai vu quelques-uns, là, puis... C'est de la haute couture. L'électronique, justement, des composantes électroniques dans vos costumes? Il y a un laboratoire spécialisé en électronique avec des spécialistes de l'électronique pour les costumes, les accessoires et plein d'objets qu'on retrouve sur la scène. C'est super intéressant, ça fait un parallèle un peu avec... il y a une formation qui est offerte par... ça s'appelle Fabricademy. Donc, c'est des Fab Labs mais qui se concentrent vraiment sur le textile, puis la création de matériaux aussi nouveaux, des alternatives, peut-être au cuir animal, par exemple. C'est vraiment des laboratoires où on innove en fonction du... Je pense qu'il y a peut-être des liens à faire entre ce qui se fait en Fab Lab et ce qui doit se faire dans les ateliers. Oui, définitivement. Puis les gens qui ont envie de créer, ils pourraient se monter une espèce de portfolio d'accessoires électroniques ou d'accessoires de costumes et puis aller les présenter à un moment donné quand ils vont rencontrer des gens du monde de la scène. Ça, c'est une super bonne idée, justement. Tu t'intéresses au Cirque du Soleil, tu te dis, OK, ben j'ai pas accès nécessairement aux machines, je sais pas trop comment ça marche. Ben, tu sais, je peux venir au Square, essayer, peut-être faire des trucs qui seront pas des chefs-d'œuvre dès le début, mais essayer d'en faire. Puis oui, se monter un portfolio pour... Ouais, et puis même à Montréal, il y a plein d'autres cirques, là, puis il y a plein d'autres milieux du spectacle qui ont besoin des costumes. Exact, tout le monde a besoin de créateurs de toute façon. Mais ça, c'est une bonne idée, je pense, l'idée de se faire un portfolio au Square. Toi, là, t'as fait le tour, y a-tu des idées de projets que t'aimerais faire au Square ou dans un Media Lab, un Fab Lab? J'aimerais toucher un petit peu à toutes les machines que vous avez, ça a l'air vraiment le fun. Un projet en particulier, non. C'est vrai que là, en ce moment, je suis vraiment sur beaucoup de projets en même temps, donc j'ai du mal à visualiser. Mais l'impression 3D, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouais. J'adorerais tester un concept en impression 3D. Je pense que j'aurais beaucoup de fun. Puis de voir le résultat, juste regarder l'imprimante 3D, pour moi, c'est déjà fascinant de voir comment ça se construit, étage par étage. Mais éventuellement, quand on va réouvrir au complet, peut-être pouvoir nous voir. Ça serait le fun. Fait que là, on a les questions du public.
Donc, on a Laura qui nous demandait comment fait-on pour se réinventer avec un visuel aussi établi que celui du Cirque du Soleil? Alors Laura, si tu parles du nombre de spectacles du cirque versus le processus de création, oui, c'est toujours un challenge de se réinventer, mais c'est aussi un beau challenge, c'est la beauté de la chose, c'est d'arriver à continuer à créer des spectacles qui créent l'engouement, même si c'est le 30e, ou plus que ça. C'est sûr qu'il y a une recette de base pour qu'un spectacle soit créé au cirque, comme un bon squelette acrobatique par exemple, avec des performances de très haut niveau, mais c'est comme tu prends une recette de base puis tu ajoutes des ingrédients qui feront que ce spectacle-là sera différent, fondamentalement différent des autres et authentique. Et que les éléments qui changent, c'est plus comme des éléments visuels, musique. Ça peut être l'univers au complet. Tu sais, ça va être la scénographie, ça va être les costumes, ça va être la musique, ça va être l'approche, l'histoire. C'est complètement différent à chaque fois. Puis est-ce qu'il y a un cirque, je veux dire, est-ce qu'il y a comme une signature Cirque du Soleil? Je connais pas assez le cirque. Est-ce qu'il y a des cirques, tu sais, complètement différents de quels on va s'inspirer ou tu sais des trucs je sais pas, je pense par exemple dans le monde de l'humour. Bon, t'as de l'absurde, bon, est-ce que c'est un peu la même chose dans le cirque? Il y a définitivement une signature Cirque du Soleil. Déjà, c'est des spectacles à gros budget. Pour le monde du cirque, c'est particulier. C'est le plus gros cirque du monde. C'est des grosses productions, mais aussi, il n'y a pas d'animaux. C'est pas des cirques traditionnels. C'est des performances acrobatiques de très, très haut niveau. On a des athlètes qui viennent des quatre coins de la planète et des fois qui ont fait même les Jeux Olympiques ou des choses comme ça. C'est très haute performance. Je pense que la signature du cirque, c'est la qualité de ses performances, la beauté de ses costumes, en fait la qualité de tous les aspects du spectacle qui est poussé à une limite. Donc une autre question de Laura qui est, brièvement, quel est le processus de création du cirque avant de se dire que le spectacle est prêt? Alors, c'est sûr que c'est un long processus, mais disons que, comme beaucoup d'autres projets de création, on part d'une idée. On clarifie l'intention, on écrit une histoire, un fil rouge, peu importe. On décide des performances, on valide le concept. Ensuite, on attaque une phase de production. Donc, ça passe par du casting, par de l'idéation au niveau des costumes, de la musique, de la lumière, du son, de la projection. On s'entoure de tous ces designers et régulièrement, on va valider avec soit les partenaires et aussi les exécutifs au cirque, savoir on est dans la bonne direction. On prend des décisions tous ensemble et ensuite on passe dans la phase de production concrètement quand les artistes arrivent à Montréal pour commencer à s'entraîner les répétitions et ce jusqu'au jour de la première. De la première et après on le représente. Après on donne le bébé aux équipes des opérations qui restent sur le spectacle. Ok, puis là vous passez au prochain projet. Et nous on passe à un autre projet, ouais. On a une autre question de Myriam qui va être comment adaptes-tu ton travail à une salle de spectacle qui est souvent en format chapiteau? Est-ce différent des spectacles extérieurs? En fait, à chaque début de projet, le format du spectacle est déterminé en amont. Alors, on a des spectacles en chapiteau ou des spectacles fixes dans un théâtre qui est construit. En chapiteau ou en théâtre, c'est vraiment pas la même réalité, mais le modèle de création, on le connaît aussi bien d'un côté que de l'autre, de toute façon. Donc, c'est juste des formats de projets différents qui changent. Le corps de la création reste le même pour nous. Cool. Puis, on a une autre question de Stéphanie. Qui est, est-ce que tu as un talent de cirque? Ah oui, oui? Malheureusement, non. J'aurais vraiment aimé ça. J'aurais aimé ça que tu jongles. Par contre, mon ostéopathe m'a souvent dit que j'aurais été une excellente contorsionniste. Ah ouais? Mais j'ai jamais vraiment poussé là-dedans. Non. C'est pas quelque chose qui t'intéresse de... Ah, j'aurais adoré. Ou est-ce que tu fais de la slackline des fois ou pas? Oui, je vais faire de la slackline. J'ai essayé d'apprendre du jonglage, j'ai essayé du trapèze, du tissu. Enfin, il y a plein de choses que j'essaye, mais non, je me retrouverai pas demain sur un spectacle du Cirque du Soleil. Du Soleil, non? Est-ce que c'est intimidant? Tu sais, tu te pratiques à jongler devant, je sais pas, un des meilleurs jongleurs au monde. Vraiment, ouais, non. Tu veux pas te comparer à nos artistes. Ils sont vraiment trop... Ben, c'est toutes les questions qu'on avait pour l'instant. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir de partager avec vous. Puis en espérant que ton parcours sera inspiré des jeunes, justement, qui peut-être qui désirent faire ça ou qui désirent se diriger vers ça, mais mon Dieu, c'est vrai que c'est mystérieux un peu. Comment on se rend là?
Après, bon, ton parcours est pas justement un parcours super linéaire, mais je pense que ça peut être rassurant de se dire que... Définitivement. Foncez et puis prenez, en ce moment, avec l'industrie du spectacle qui est un petit peu limitée, prenez l'opportunité pour lire beaucoup dessus. Il y a beaucoup d'informations sur le monde du spectacle aussi sur Internet. Et puis aller rencontrer les gens. Ils sont moins occupés en ce moment, définitivement. C'est peut-être le bon moment pour aller leur demander qu'est-ce qu'ils font de leur carrière ou comment ils réinventent leur carrière ou comment ils voient l'avenir de l'industrie du spectacle. Ce serait un bon moment pour aller poser des questions. Exactement. Sinon, venez faire votre portfolio au Square. Exactement. Bon, merci beaucoup, Cécile. Merci. Merci, bye-bye. Bye. Le Square est un espace de création numérique pour les adolescents du Québec de 13 à 17 ans. Nous avons à votre disposition du matériel de création numérique et du personnel qui peuvent vous aider dans votre cheminement artistique et technologique. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez utiliser notre espace physique à la Grande Bibliothèque et nos ressources en ligne au square.bnq.qc.ca. Vous pouvez nous contacter par courriel, Facebook et Instagram, il nous fera plaisir de répondre à vos questions. Toutes nos informations se retrouvent sur notre site web. Merci et à la prochaine!